Eh bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons le mercredi 19 octobre 2016, de nouveau ici à la Cité de l'Espace, à Toulouse, pour une nouvelle aventure spatiale. Allez, on y va! Et oui, aujourd'hui il se passe des choses bien intéressantes, car nous nous apprêtons à suivre l'arrivée de la mission ExoMars. En effet, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en collaboration avec l'Agence spatiale russe, a lancé le 14 mars dernier 2 missions vers la planète rouge. Le satellite 13 Gaz Orbiter, TGO, qui va analyser les gaz dans l'atmosphère martienne, et Schiaparelli, un module démonstrateur d'entrée, de descente et d'atterrissage sur Mars. J'espère qu'avec tout ça, on va pas croiser cela. Bon, on verra bien. Ah, mais je crois que j'entends les opérateurs du centre des opérations à Darmstadt. Allons voir. Chut, il faut pas faire de bruit. Eh bien, bonjour. Bonjour. Le labo Expérience fait quel genre d'expérience en rapport avec Mars? Ah bah ici tout est en rapport parce que là ce soir je vous parle que de Mars parce qu'il y a une sonde spatiale qui va se poser sur Mars et donc je vous parle un petit peu de l'environnement de Mars, à savoir la surface et puis l'air, l'atmosphère de Mars. D'accord. Pourriez-nous nous faire une petite expérience? Ben, avec plaisir. Alors une expérience, on va rester à la surface de Mars et je vais prendre en fait de la glace. Alors cette glace, je vais la mettre. Allez, on va la mettre dans un tube. Donc ça veut dire combien? 6 minutes. Bon, pour la radio, tu confirmes, ça ressemble à de la glace? Oui. Je mets dans un tube que je vais fermer hermétiquement. Et alors ce tube est transparent, donc on peut voir la glace qui est à l'intérieur. On va faire façon suspense, hein. On va juste observer, je vais expliquer après, d'accord? Alors bien sûr, la glace se réchauffe à l'intérieur du tube, hein. Je l'ai dans les mains, d'accord? Et puis on observe la glace qui, je sais pas, il y a des choses qui changent ou pas? Un peu, elles fond. Ah oui, c'est fou là. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui?
Ah oui. Et c'est ça. Ah oui, là j'ai du liquide. Ok. J'ai du liquide, ça se réchauffe tellement qu'il y a du liquide. D'accord. C'est normal la glace qui est trop chaude qui donne du liquide? D'accord. Donc bah, c'est pas surprenant quoi. Non. Bah non, je suis d'accord avec toi. Bon. Alors, qui c'est qui a soif un petit peu là? Est-ce qu'on pourrait... on essaie de récupérer le liquide là? Bah, je vais ouvrir le tube, d'accord? Attention. Oui. Non, mon nom. Et c'est un petit peu étrange ce qu'on vient d'observer là. J'ai ouvert le tube, et qu'est-ce qui est sorti de mon tube? Pas du liquide, mais une espèce de neige. Alors que, donc ça veut peut-être dire que dans mon tube, j'avais pas de l'eau liquide. J'avais peut-être un autre liquide un petit peu particulier. Et cet autre liquide, c'était pas de l'eau liquide, c'était du, les spécialistes là. Carbone. Oui, du presque. Dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone liquide. Alors, on va un petit peu expliquer à nouveau. Je vais à nouveau enfermer cette glace qui est du dioxyde de carbone solide, non plus dans un récipient rigide, mais dans un récipient souple, c'est un ballon. Donc, je vais utiliser un petit tube si j'en trouve. Voilà. Donc, grâce à ce tube, je vais emprisonner un petit peu de cette glace dans mon ballon. Hop. Je ferme le ballon. J'essaye de fermer le ballon. Ah, j'ai du mal ce soir. Et alors, on n'arrive plus à le fermer. D'accord. Tu peux prendre le ballon dans ta main. Qu'est-ce que tu sens là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire le ballon? Je sens qu'il gonfle. Il est en train de gonfler. Donc ça veut dire qu'il y a quoi dans ce ballon là? Alors, ouais, c'est du gaz. Et c'est peut-être pas de l'air ce gaz, c'est un autre gaz qui est créé par ma glace. C'est-à-dire que cette glace, attention, on va mettre fin au suspense, c'est pas de l'eau gelée, c'est du dioxyde de carbone gelé, ce qu'on appelle la neige carbonique souvent. Bah, la neige carbonique sur Terre, pour qu'elle soit solide, il faut qu'il fasse moins de 78 degrés. Bah, vu qu'elle a trop chaud, elle se réchauffe non pas en enlevant du liquide, mais en enlevant du gaz. Ça apporte un nom très poétique, on dit que ça se sublime, la glace se sublime. Et donc, si on compare avec ce qu'on a fait juste avant, dans le tube, le gaz s'est accumulé, mais il ne pouvait pas partir, il ne pouvait pas gonfler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le tube? Là, il y a un truc qui a augmenté, c'est la pression, exactement. Bah, le dioxyde de carbone, on va le refaire tranquillement, là. S'il est soumis à une pression qui... Alors la pression c'est un peu compliqué, mais on ne s'en rend pas compte, on vit avec, c'est l'air qui nous habite dessus. Là, ce dioxyde de carbone, là, solide, se transforme en CO2, en dioxyde de carbone gazeux. Le CO2 s'accumule, la pression augmente, et si la pression c'est au moins 5 fois la pression atmosphérique de la Terre, le CO2 devient liquide. On va l'observer à nouveau. Et après, il va se refermer. Donc là, en gros, vous savez quoi? On est en train de remonter le temps. Parce que quand Mars était plus jeune, bah, la pression atmosphérique était plus importante qu'aujourd'hui. Et ça a permis à ce qu'il y ait du liquide à sa surface. Alors apparemment, c'est plutôt de l'eau liquide et pas du CO2 liquide. Donc voilà, on va essayer de reformer ce liquide ici. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a du liquide à la surface de Mars? Non. Bah non, on n'en voit pas. Hein. Ou alors, si on en voit, c'est de suite, clac, il se vaporise. Okay. Allez, on observe à nouveau. Mon CO2 solide, il en reste un petit peu. J'ai surtout du CO2 gazeux qui exerce sa pression sur le CO2 solide. Celui-ci se liquéfie. Et donc, on va rejouer en accéléré la pression atmosphérique de Mars qui diminue. Pour faire baisser la pression dans mon tube, qu'est-ce que je dois faire? Il faut ouvrir le bouchon. C'est ce qu'on va faire dans 30 secondes. Okay. J'attends que ce soit bien liquide. Donc déjà l'information, les CO2 liquide, ben, c'est un liquide transparent qui ressemble à l'eau. Hein. Et dedans il fait très froid. Moi, 10 degrés.
Bah là, je le chauffe avec la main. Donc c'est pour ça que ça s'est sublimé, ça a donné du gaz, la pression augmente. Et donc, alors moi je le fais en accéléré, hein, je ne peux pas faire autrement. Quoique, attention, la pression diminue, voilà. Ouais, et là, ça diminue et ça diminue. Et aujourd'hui, ce que j'ai dit sur le CO2, c'est aussi pareil pour l'eau. Il y avait de l'eau liquide quand Mars était plus jeune, puisqu'on a vu des traces de choses qui ressemblent à des écoulements. Et puis comme la pression diminue, l'atmosphère de Mars s'échappe, ça on l'a compris, bah, les conditions ne sont plus là aujourd'hui sur Mars pour qu'il y ait de l'eau liquide en permanence, en grande quantité. Bonjour Monsieur Pierchet. Bonjour. Pourquoi une telle mission sur Mars? Pourquoi une telle mission sur Mars? Pour aller analyser l'atmosphère martienne et poser quelque chose sur Mars, faire une première au niveau européen. Poser quelque chose qui va sur Mars, faire des mesures sur le sol et dans l'atmosphère et ne pas s'écraser. D'accord. Pourquoi avoir séparé en deux les deux missions? C'était un seul véhicule, mais il a fallu séparer ce qui va se poser sur Mars et ce qui va rester en orbite sur Mars. Parce que ce qui va rester en orbite sur Mars, c'est le véhicule qui a amené, ce qui a amené le lander, ce qui est descendu. D'accord. Et alors ce qui est descendu, c'est entouré d'un bouclier. Donc tout n'est pas descendu sur Mars, parce que si ça avait été tout le véhicule qui était descendu sur Mars, c'est toute une partie qui aurait brûlé. Donc c'est bien entouré par un bouclier qui le protège. Et puis l'autre partie qui reste en orbite martienne, ça va tourner autour de Mars, et bien cette partie-là va faire des tas de mesures, qui ne sont pas les mêmes que les mesures de ce qui est tombé au sol. Donc avec une seule mission, une seule fusée qui est partie depuis la Terre, on a fait 2 missions à l'arrivée. C'est pas mal. D'accord. Et pourquoi 4 ans? Pourquoi un tel laps de temps entre les deux missions? Entre celle d'aujourd'hui et celle de tu me parles entre la mission de 2016 et la mission de 2020. Alors la mission de 2016, c'est celle qui est partie avec les deux TGO et l'électricien Ferrari, qui est descendu sur Mars. Il y a 2 objets. Et en 2020, on va faire pareil. Il va y avoir un véhicule qui va amener quoi? Un rover, c'est une petite voiture qui va se poser sur Mars et qui va se promener. Alors pourquoi 2 missions? C'est que la première mission, elle sert à rester en orbite pour faire le relais de télémesure, télécommande, pour pouvoir commander ce qui va être le rover après. Et donc on a mis des tas de petites antennes sur ce qu'on appelle TGO, là, dont tu as entendu parler, c'est ce qui va rester en orbite là, maintenant. Et il va rester jusqu'en 2020, et bien après, pour en fait faire le relais télémesure, télécommande, c'est-à-dire pour envoyer l'information sur la Terre. Parce que sinon tu envoies quelque chose sur Mars, il travaille, et puis la personne avec qui dialoguer. Alors la personne avec qui dialoguer, c'est celui qu'on a envoyé avant. Pour ça, on a fait 2 missions. D'accord. Merci Monsieur Pierchet d'avoir répondu à nos questions. Et bien. Bonjour Monsieur Sylvestre. Bonjour mademoiselle. Quel est votre rôle sur la mission ExoMars? Alors, sur la mission ExoMars, je m'occupe pas de celui qui vient de se passer aujourd'hui, celui qui s'occupera dans 4 ans. Je construis un des instruments d'ExoMars qu'on appelle 2020. Donc il y a encore un petit peu de temps, mais je suis impliqué au titre de la science dans celui qui est produit aujourd'hui. D'accord. Quel est le rôle de l'instrument Raman sur le rover d'ExoMars? L'instrument Raman, effectivement, tu es bien renseigné parce que je suis co-responsable de l'instrument Raman. Avec un laser qui est un laser tout vert, eh bien, on va s'amuser à faire vibrer les molécules. Tu as appris ce que c'est que les molécules? Oui. Eh bien, on va les faire vibrer et avec ces molécules, on va savoir quelle est leur forme, quelles sont les liaisons entre les différents atomes. D'accord. Et on pense que c'est peut-être l'instrument qui est le plus adapté pour trouver des traces de vie sur Mars. D'accord. Pourquoi la foreuse ne peut pas aller plus loin que 2 mètres de profondeur? Et alors, moi mon défi, c'est pourquoi la foreuse peut aller au moins jusqu'à 2 mètres. C'est très compliqué. Il faut imaginer qu'on va forer avec des petites pointes qui sont comme ça. Donc il faut en mettre plusieurs. On fore, on les met les unes sur les autres. Et puis la nuit, tu sais, il fait froid. Alors on les enlève parce que sinon elles vont rester coincées. Le matin, on les remet. C'est très compliqué. Sache que regarde ce rover. Avec ce rover de 900 kg, on a réussi à forer sur à peu près 6 cm. Là, avec un rover plus petit, on va essayer de forer sur 2 mètres. Je peux dire, c'est pas gagné. D'accord. Pensez-vous trouver des traces de vie? Et si oui, de quel type? C'est mon rêve de trouver des traces de vie. J'aimerais bien, c'est pour ça qu'on va là-bas. On envoie ExoMars pour trouver peut-être des traces de vie du passé. Alors de quel type? Ça serait ce qu'on appelle des biominéraux. C'est très compliqué. Imagine une poule, d'accord? Si la poule meurt, elle va complètement disparaître. En quelques centaines d'années, il n'y aura plus rien du dessous. Mais si elle a pondu un œuf,
eh bien la coquille d'œuf va durer très longtemps. Et une coquille d'œuf, c'est pas du vivant, mais c'est produit par le vivant. On appelle ça un biominéral. C'est un peu ce qu'on essaie de chercher sur Mars, c'est-à-dire des traces du vivant. D'accord. Bah, merci Monsieur Siller Merci à d'avoir toi. répondu à nos questions. Eh bien, voilà. félicitations. ExoMars 2016, c'est fini. On se retrouve en 2020 pour la suite de cette aventure spatiale. À bientôt.